Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Alors Stéphanie, j'ai lu 3 livres cette semaine et que j'avais envie de te présenter. Alors je commence avec le premier que tu as devant toi, Tout sauf Anna de Cynthia Laferrière. L'auteur a vécu de l'anorexie. Alors c'est l'histoire d'Anna, une adolescente qui est anorexique boulimique. Elle a 16 ans. Elle veut complètement fuir sa vie, ça va pas bien avec sa famille, mère, oncle, tante, qui la jugent, qui comprennent pas ce qu'elle vit, qui la dénigrent, ils pensent que c'est une adolescente qui est difficile, qui fait des crises pour rien. Et contrairement aux anorexiques habituels, parce que moi j'en ai rencontré plusieurs dans ma vie, et habituellement les anorexiques ce sont des petites filles parfaites, qui sont bonnes à l'école, qui sont bonnes dans tout. C'est le contraire avec Anna. Ça va pas bien à l'école, dans sa vie personnelle non plus, ça va pas bien. Alors c'est un peu difficile pour elle d'essayer de passer à travers tout ça. Heureusement, elle a un amoureux qui s'appelle Jérémy, qui est extraordinaire, qui est parfait pour elle, qui est là même quand elle est vraiment pas gentille avec lui parce qu'elle est vraiment pas gentille. Souvent, les gens anorexiques sont pas gentils avec les gens de leur entourage qui essaient de les aider pour essayer de les éloigner pour qu'ils gardent une bonne image d'eux-mêmes. Et ce qui est le fun dans ce livre-là, c'est qu'on suit Anna qui, à un moment donné, finit par aller rencontrer une infirmière à l'école qui va l'aider dans son cheminement. Elle va se faire hospitaliser à quelques reprises. Et on voit la reconquête de soi, la reconquête de son corps aussi, parce que son corps lui appartient plus. Oui, de se réapproprier son corps, Oui, c'est ça. C'est vraiment très, très beau de voir justement l'hospitalisation et de voir aussi la rencontre. Souvent, c'est ça qui aide beaucoup dans les gens qui vivent des troubles alimentaires, la rencontre avec d'autres personnes qui vivent la même chose qu'eux. Tout à fait. Puis moi, j'ai une amie du secondaire, en fait, qui a été hospitalisée à l'hôpital Douglas au secondaire. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'est que ça lui avait fait du bien de rencontrer des gens qui vivaient la même chose qu'elle. En fait, c'est moins stigmatisant parce que c'est vrai que des fois, dans l'entourage, il y a des réactions qui sont mitigées. C'est le regard aussi qu'on porte sur soi-même dans cette situation-là, la dépréciation de soi. Et puis elle, je me rappelle ce qu'elle m'avait dit, c'est, j'en ai rencontré, moi, des psychiatres, puis des psychologues, puis des psy machin trucs. Puis elle dit, la personne qui a le plus marqué mon passage à l'hôpital, c'était un concierge qui était là, qui avait toujours le même horaire de travail, puis qui venait faire le ménage, passait dans ma chambre, puis on jasait, puis elle dit, ce gars-là, il m'a juste écouté. Il m'a jamais jugé. Puis, ça fait 10 ans, 15 ans de ça. Puis elle dit, j'en garde un excellent souvenir de cette personne-là. Puis ça m'a tellement fait du bien de me sentir acceptée pour qui j'étais. Parce que c'est souvent ce qui arrive quand on a un diagnostic. Les gens ont tendance à penser que c'est une étiquette qu'on a dans le front. Fait que c'est de faire, non, je suis quelqu'un d'autre. À part le fait que j'ai un problème, un trouble alimentaire, je suis un être humain et j'ai une personnalité, des qualités et des défauts. Donc, c'est d'arriver à voir au-delà de cette étiquette-là qui fait du bien, en fait. Puis je suis convaincue que dans des situations comme celle de l'auteur, en fait, qui est Cynthia Laferrière, le fait d'avoir du soutien, c'est ce qui nous aide à passer au travers les difficultés de la vie. Puis moi, ce que je constate, c'est que si on a un membre de la famille, un ami, un proche, qui a un cancer, par exemple, qui est hospitalisé, je suis certaine que cette personne-là aura beaucoup, beaucoup de soutien, des visites et tout ça. Mais quand on parle de troubles de santé mentale, comme les troubles alimentaires, ça fait peur. Puis les gens ont tendance à nous déserter un peu, à nous mettre de côté. Ce qui est bien dans le roman, c'est qu'à la fin du roman, on nous explique comment agir avec quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires. Et ça fait beaucoup réfléchir parce que, justement, on voit dans le livre les gens de l'entourage d'Anna, comment ils agissent avec elle, puis ils agissent pas de la bonne manière. Ils la forcent à manger et elle retourne dans son passé et elle voit ce qui l'a rendu comme ça. Tu sais, les parents qui ont tendance à forcer les enfants à manger ou à mettre des punitions ou des moments pas intéressants autour de la bouffe et que ça reste dans la tête. Alors, un très, très bon livre. On racontera pas tout parce qu'il faut que les gens lisent le roman. Alors, c'est Tout sauf Anna de Cynthia Laferrière. Alors, je vais dans quelque chose d'un peu plus humoristique, Stéphanie. Ça ne sera pas si facile. Dany l'Italien. Alors, c'est l'histoire de Louis-Joseph, qui est un homme riche, qui est marié à Marielle. Ils sont mariés depuis 40 ans. Et le couple va vraiment pas bien. Et là, Louis-Joseph décide de tromper sa femme. Et c'est comme ça pendant plusieurs années, une bonne dizaine d'années. Il trompe sa femme avec Angélique. Et ce qui arrive, c'est que Louis-Joseph meurt pendant qu'il fait l'amour à Angélique. Et là, ce qui arrive, c'est que Louis-Joseph... je vais t'emprunter le livre, Stéphanie. J'ai perdu la page en plus. J'avais mis mon papier dedans pour te lire un extrait. Mais ce qui est intéressant, c'est que Louis-Joseph fait un testament. Un testament très particulier dans lequel il lègue à ses 3 enfants chacun 10% de son héritage. Et les 2 autres, Marielle et Angélique, vont devoir
suivre une chasse au trésor pour avoir l'argent. Alors, je te lis rapidement ce qui est écrit dans le testament. Considérant que les 2 femmes qui ont partagé ma vie revêtent à mes yeux la même importance. Mon épouse parce qu'elle m'a donné 3 beaux enfants, dont je suis fière, et ma maîtresse parce qu'elle ensoleille mes journées. Et considérant qu'à leur façon, elles ont toutes les 2 rendu ma vie impossible à un moment ou à un autre, il m'est difficile de départager le mérite de l'une ou de l'autre. Conséquemment, pour obtenir les 68% restants, vous devrez suivre les instructions de Nisiba pour avoir l'argent. Alors, ils partent les 2 dans une chasse au trésor à travers le monde. Ils vont en Europe, Wow. ils vont à New York, c'est vraiment très, très rigolo. Et ils peuvent s'aider de la manière qu'ils veulent. Alors, Marielle va chercher l'aide d'une voyante, même si elle ne croit pas du tout en Ok. ça. Et Angélique va aller chercher l'aide de Jean-Simon, qui est un détective. C'est vraiment très, très drôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un petit côté... reconquête de soi. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que Marielle est vraiment en chicane avec ses enfants. Et tranquillement, pas vite, sa chasse au trésor-là va lui faire réaliser qu'est-ce qu'elle faisait de pas correct avec ses enfants, avec son mari, pour que ça n'aille pas bien. Et là, elle va tranquillement, pas vite, resserrer les liens avec les membres de sa famille. Alors, un beau roman à lire. Mais oui, où est-ce qu'il y a de l'introspection, puis où est-ce que c'est fait de manière humoristique, comme tu le disais. Donc, c'est des sujets, quand même, la mort, le deuil, les liens difficiles avec la famille, mais qui est abordé avec un ton léger, en fait. Alors, je rappelle le titre, ce ne sera pas si simple, de Annie l'Italien. Et je termine avec le dernier roman que je voulais te présenter cette semaine, Pas peur du noir, de Marie-Lou Bourassa. C'est inspiré de l'expérience personnelle de Marie-Lou Bourassa. C'est un deuil qui parle de deuil périnatal. Et dans le prologue, l'auteur nous parle de son histoire, de ce qu'elle a vécu, ce qui a chamboulé sa vie à jamais à 32 semaines de grossesse. Je ne vous raconterai pas l'histoire de Marie-Lou, il faut lire le livre. Et c'est un livre qui nous raconte l'histoire de Chloé, qui rentre à la maison sans enfant. Comment elle va vivre son deuil. Beaucoup de gens de son entourage qui vont lui dire, souvent c'est ce qui arrive avec les deuils périnatales, les gens pensent qu'on n'a pas un gros deuil à faire quand on vit un deuil périnatal, parce que les gens disent on n'a pas connu l'enfant vraiment, mais c'est tout un deuil. Le deuil aussi des rêves qu'on avait préparés pour cet enfant-là qui se réaliseront jamais. Tout à fait, de ce que les parents ont projeté, en fait, comme vie, comme histoire familiale à venir, qui finalement ne vient pas, en tout cas pas avec cet enfant-là. Les funérailles aussi qu'on doit préparer pour cet enfant-là. Est-ce qu'on veut voir l'enfant ou pas? Est-ce qu'on en garde des photos ou pas? Puis souvent, ce qui arrive, c'est que la mère a porté l'enfant pendant des mois. Le père a jamais eu de contact avec l'enfant. Alors, le deuil est vraiment différent à vivre. Et je dois t'avouer, Stéphanie, que j'ai versé toutes les larmes de mon corps. J'ai jamais autant pleuré en lisant un livre. C'est super touchant. Ce qui est intéressant dans le livre aussi, c'est que le personnage principal de Chloé va rencontrer des gens qui vont l'aider à faire son deuil, de gens qui ont vécu également des deuils. Alors, c'est vraiment très, très touchant. Un très, très beau livre à lire qui parle de deuil périnatal. Et j'ai jamais perdu d'enfant, mais le livre m'a touchée profondément. Wow, mais c'est magnifique que l'auteur ait été capable de justement transmettre ces émotions-là comme ça, même à des personnes qui n'ont pas vécu cette situation-là. Alors, Pas peur du noir de Marie-Lou Bourassa. Et on se reparle dans les prochains instants, Stéphanie, pour la fin de l'émission. On écoute Amélie Veil, Je reste.